Donc, bonsoir à tous. Donc vous êtes là pour l'atelier sur le photovoltaïque et l'autoconsommation. Donc, un webinaire sur ce sujet-là. On a fait tout un tas de webinaires déjà sur plusieurs sujets. On a déjà fait ce webinaire-là quelques fois. Donc là, voilà, c'est la nouvelle version de ce webinaire-là. Donc, on va être 3 ce soir pour présenter. Donc, mon collègue Bastien Lafargue de l'agence locale de l'énergie et du climat de la métropole marseillaise, moi-même Olivier Blovac de la maison énergie habitat climat du Pays d'Aix et monsieur Stéphane Damé de SolarSea, qui est un professionnel installateur de photovoltaïque notamment, qui pourra répondre à la partie toutes questions techniques, toutes les questions auxquelles nous on n'a pas forcément toutes les réponses vraiment précises. Notamment dans la deuxième partie, ça sera lui qui répondra principalement aux questions que vous pouvez vous poser et aux questions qui viendront au fur et à mesure de notre présentation initiale. Il se présentera après par la suite plus précisément. Alors du coup, donc nous qui on est, Bastien et moi, donc l'Agence locale de l'énergie et du climat et la maison énergie habitat climat, on est des structures du réseau FER, vous en avez peut-être entendu parler, le service public de la rénovation énergétique. Notre objectif, c'est de donner des conseils neutres et gratuits aux particuliers sur la rénovation énergétique, donc tout ce qui est isolation, chauffage, ventilation, production d'énergie renouvelable, eau chaude sanitaire, photovoltaïque, etc., etc. De rester le plus neutre et le plus objectif possible et de vous donner les avantages et les inconvénients de différentes solutions, des différents systèmes pour que vous puissiez faire les choix les plus pertinents et de faire des rénovations performantes, des travaux de qualité. Donc, ça passe par des conseils en permanence téléphonique, en permanence physique, des ateliers, et puis aussi des animations comme celle-là pour essayer de démocratiser un peu et d'informer et vulgariser la rénovation énergétique et l'énergie au sens large du terme. Du coup, ce dont on va parler, donc voilà, il y a une répartition territoriale qui se fait. Donc, la maison énergie, on est là pour répondre aux habitants du Pays Salonnais et du Pays d'Aix via le numéro que vous voyez en haut à droite. Et l'agence locale de l'énergie et du climat sont là pour répondre aux habitants du Conseil de territoire Marseille-Provence et du Pays d'Aubagne et de l'Étoile. Il y a aussi notre collègue de East-Ouest Provence qui répond sur ce territoire-là. Vous pouvez nous contacter via le numéro unique que vous verrez en fin de présentation ou via nos numéros directs qui figurent ici. De toute façon, comme je vous disais tout à l'heure, pour ceux qui n'étaient pas là, cette vidéo sera enregistrée, est enregistrée et sera disponible en replay. Vous pourrez tout revoir. S'il y a des points sur lesquels on passe un peu vite, vous pourrez les revoir et bien prendre le temps de bien essayer de comprendre tout ce dont on parle. Donc, de quoi on va parler? Donc, premièrement, photovoltaïque, qu'est-ce que c'est? Quelques notions clés et voilà, juste pour définir le contexte et le périmètre du photovoltaïque. Après la construction du projet, qu'est-ce qu'il faut regarder? Quelles sont les possibilités pour utiliser l'électricité que l'on produit? Et après, concrétiser son projet, quel choix on peut faire? Comment évaluer un devis, la rentabilité? Toutes ces questions-là seront abordées. Et puis après, comme je vous disais, il y aura une grosse partie de questions-réponses où vous pourrez, sur le chat, poser vos questions, vos remarques, voilà, si vous avez fait des devis, si vous avez des projets, si vous avez eu déjà une installation, enfin voilà, toutes les remarques sont bonnes à prendre et vous pourrez vous exprimer à ce moment-là sur ces questions du photovoltaïque. Donc, le photovoltaïque, qu'est-ce que c'est? Donc déjà, un point assez important et qui est parfois source de confusion, c'est entre le panneau photovoltaïque et les panneaux solaires thermiques ou les panneaux thermiques, qui sont deux systèmes totalement différents. Le solaire thermique, c'est pour produire de l'eau chaude, donc c'est des tubes en général de cuivre, voilà, où il y a de l'eau qui passe et cette eau elle est réchauffée par les rayons du soleil. Et donc en fait, l'eau elle monte en température et on sert de cette eau chaude pour alimenter soit pour l'eau chaude sanitaire de chez vous, pour la douche, le lavabo, etc. Soit éventuellement, dans certains cas assez particuliers, dans certains cas, pour du chauffage avec un plancher chauffant, par exemple. Voilà. Mais là, ça, on va le mettre de côté, c'est pas le sujet de ce soir. Là, on va parler vraiment du photovoltaïque, où le but, c'est de produire de l'électricité. Donc, avec les photons, donc la lumière du soleil, on va réussir avec donc comme les petits schémas qui montrent. Le but, c'est pas rentrer dans le détail, mais donc on va produire
de l'électricité. Cette électricité, après, on va pouvoir l'utiliser, on va voir comment. Soit on va pouvoir la vendre, soit on va pouvoir l'autoconsommer, soit on va pouvoir, voilà, en tout cas, l'utiliser pour sa consommation ou pour la vente, pour avoir un revenu fixe. Donc, les bases, souvent, on entend parler kilowatt, kilowatt crête, kilowattheure, on ne sait pas trop exactement. L'analogie souvent qu'on prend, c'est l'analogie, par exemple, d'une ampoule chez vous. Une ampoule, quand vous changez une ampoule, une lumière, une ampoule, elle a une puissance en watts, c'est 10, 15, 8, 20, 60 watts souvent à l'époque. Donc ça, c'est la puissance, c'est combien l'ampoule peut produire de puissance lumineuse, on va dire. Donc pour le photovoltaïque, c'est pareil, un panneau, il a une puissance, c'est combien le panneau photovoltaïque a de puissance électrique, c'est combien il peut produire au maximum de puissance. Et après, l'énergie, c'est fonction de la puissance, mais c'est aussi fonction du temps. C'est comme chez vous, si vous avez plein d'ampoules, mais que vous allumez jamais, vous allez consommer zéro énergie. Votre facture à la fin de l'année, ça va être zéro. Là, c'est la même chose, l'énergie. Si vous avez des panneaux, mais qu'il n'y a aucun ensoleillement dessus, s'ils sont dans votre cave, par exemple, vous allez produire aucune énergie. Là, c'est le même principe, c'est le même distinguo entre les deux. La puissance, c'est la puissance, c'est le dimensionnement du panneau. Et l'énergie, c'est le temps, c'est la puissance des panneaux fois le temps d'ensoleillement qui va déterminer l'énergie, donc le kilowattheure. Et c'est donc la différence entre le kilowatt et le kilowattheure. Et ça, c'est assez important. Donc, les panneaux photovoltaïques, en généralité, donc, ils ont des durées de vie en général de supérieures à 30 ans, parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a pas de pièces en mouvement, il n'y a pas d'usure, voilà, il n'y a pas de circulateur ou de choses comme ça. Il y a pas de. Donc, c'est ça en général qui peut engendrer des pannes. Et là, sur ces systèmes-là, il n'y a pas de pièces en mouvement. Souvent, il y a des garanties de performance qui sont données. Donc, souvent, on voit 80% après 25 ans. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le panneau, il est garanti pour fournir 80% de sa puissance initiale au bout de 20-25 ans. Ça dépend des garanties. Mais donc, voilà, il y a quand même une garantie sur la performance qui est non négligeable, puisque même 80% du système, on arrive à quand même des productions toujours intéressantes. On entend parler aussi parfois de puissance crête, donc c'est l'unité de la puissance du kilowattheure, du panneau photovoltaïque, le kilowatt crête. Kilowatt crête, en gros, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est une puissance standardisée, c'est-à-dire avec des conditions, on va dire, idéales, ou en tout cas des conditions, un ensoleillement sans ombre, avec une température extérieure correcte, c'est voilà, la puissance maximale, on va dire, que va pouvoir produire le panneau dans des conditions d'ensoleillement et de température idéales. Et puis après, les technologies disponibles, voilà, il y a des systèmes polycristallins, monocristallins, amorphes. Bon, amorphes, c'est un peu de mettre de côté parce que c'est pour des applications un peu différentes, mais en gros, après, il peut y avoir des questions de rendement un peu, voilà, qui diffèrent un peu, mais c'est pas vraiment une grosse. Enfin, le plus utilisé, c'est en général le monocristallin. Et du coup, il y a des puissances qui vont tourner, des rendements pardon, qui vont tourner autour de 15, 16, 17%. Mais après ça, de toute façon, c'est pas vraiment un critère de choix parce que tous ont grosso modo les mêmes rendements. Il n'y a pas de grosses différences. On va pas passer du simple au double sur les différents panneaux. Quelque chose dont on entend parler aussi des fois, c'est de se dire oui, mais les panneaux photovoltaïques, il faut énormément d'énergie pour les produire, donc c'est pas intéressant. Alors, il faut savoir que le temps de retour énergétique, donc c'est-à-dire le temps que va mettre le panneau à produire suffisamment d'énergie pour rembourser entre guillemets l'énergie qu'il a fallu pour le fabriquer, en général, c'est à peu près 3 ans. Donc, au bout de 3 ans, il a produit suffisamment d'énergie pour compenser l'énergie qu'il a fallu pour le produire. Donc, c'est quand même assez faible et donc c'est quand même assez intéressant. En termes de recyclage aussi, quelque chose dont on entend parler. Et pourtant, dans notre région, on est assez bien placé parce que l'usine en France qui recycle les panneaux, elle n'est pas très loin de chez nous, elle est à Rousset. Et on arrive à recycler 95% du panneau, donc tout ce qui est verre, silicium, aluminium, etc. Et recyclé, et donc, irrecyclable en tout cas, et commence à être recyclé. Il faut savoir qu'ils ont une capacité entre 2000 et jusqu'à 4000 tonnes de panneaux par an recyclables. Donc voilà, il y a cette question-là qui n'est pas vraiment non plus un problème sur cette filière-là.
Et puis après, en termes de type d'installation, alors pendant un moment, ceux qui ont installé des panneaux il y a 5 voire 10 ans, ils sont quasiment tous intégrés au bâti parce qu'il y avait une obligation d'intégrer intégrer les panneaux au bâti pour bénéficier du tarif de vente maximum. Et donc, c'était beaucoup plus intéressant de l'intégrer au bâti. Maintenant, il n'y a plus cette obligation. C'est plutôt pas mal en général parce que en surimposition, il est un peu plus performant parce que le rendement dépend de la température du panneau et donc on arrive à avoir des températures un peu plus faibles, donc on a des meilleurs rendements et surtout on ne touche pas à l'étanchéité de la toiture, ce qui pouvait poser des problèmes sur l'intégration au bâti. Parce qu'au bout de 10, 15, 20 ans, si ça n'a pas été fait vraiment très très bien dans les règles de l'art, on pouvait avoir des problèmes d'étanchéité à l'eau ou à l'air. Donc voilà, maintenant, toutes les installations quasiment sont en surimposition ou au sol dans des cas particuliers. Donc après, les équipements principaux des panneaux, donc il y a les panneaux qui sont ce qu'on on a vu sur le toit ou au sol, et après, l'électricité qui est produite, elle va passer par un onduleur qui va transformer le courant continu en courant alternatif. L'onduleur, en général, donc l'onduleur centralisé qu'on voit là, en général, ça a une durée de vie, grosso modo, de 10, 12 ans. Ça peut être un peu plus, mais en moyenne, c'est à peu près ça. Et c'est en général la première chose qu'on va devoir changer avant de changer les panneaux, s'il y a les changer un jour. On va devoir souvent modifier un peu l'onduleur. Donc, il faut prévoir cette dépense-là dans le business plan, on va dire, qu'on fait sur notre investissement initial. Et aujourd'hui, de plus en plus se développent les micro-onduleurs. Donc là, ce n'est pas des onduleurs centralisés, mais c'est en général un micro-onduleur pour 2 panneaux, ou pour 1 ou pour 4 panneaux, mais en général 2 panneaux. L'avantage, c'est s'il y a des zones d'ombrage, s'il y a des choses comme ça, ça permet de différencier les panneaux et donc d'avoir une production globale qui est moins affectée qu'avec un onduleur centralisé. Après, voilà, bon, ça se discute, on discutera après peut-être avec le professionnel, mais du coup, voilà, micro-onduleur, c'est pas toujours adapté non plus, c'est pas là une solution idéale dans la majorité des cas. Et après, oui, voilà, l'histoire des compteurs, bah, effectivement, votre production, après, il faut la compter puisque du coup, bah, il faut pouvoir soit la facturer si on vend l'électricité, soit savoir combien on autoconsomme. Donc avec le compteur Linky maintenant, ceux qui en sont équipés, c'est beaucoup plus simple qu'avant parce que le compteur Linky, en gros, il fait grosso modo tout. Il va compter ce qui sort, ce qui rentre et voilà. Sinon, effectivement, il y a besoin de plusieurs compteurs, un compteur de non-production, un compteur. Avant, il y avait besoin de ces compteurs-là pour vérifier que du coup tout était bien fait dans les règles de l'art et qu'il n'y avait pas des problèmes au niveau de la production, de la consommation et qu'il n'y avait pas que tous les flux de production et de consommation allaient bien dans le bon sens. Ouais, donc construire son projet. Du coup, alors, ce qui est important, on l'a vu donc sur les panneaux, c'est notamment l'inclinaison et l'orientation, parce que bon, forcément, c'est les rayons du soleil qui vont permettre de produire l'électricité. Et si on n'a pas de soleil, j'ai pris l'exemple tout à l'heure, si les panneaux sont dans la cave, mais si les panneaux sont pas bien orientés ou pas bien inclinés, ça peut avoir une incidence. Alors, l'incidence, dans certains cas, elle peut être assez faible. Si on peut voir, par exemple, l'inclinaison, si on est incliné à 0 degré, donc à l'horizontale, on voit que, en fait, ça a une incidence relativement faible sur la production, parce qu'on reste quand même à 93% par rapport à 100% si on est au-dessus à 30 degrés. Ça a une incidence relativement faible sur la production finale. Donc 93%, ça reste assez correct. Par contre, si on voit à 90%, donc à la verticale, là, en général, on déconseille la production photovoltaïque parce que, en fait, ça va pas être intéressant. Les rayons vont pas être à la perpendiculaire parce que ce qu'on cherche à avoir, c'est des panneaux qui sont à la perpendiculaire le plus possible des rayons du soleil. Et donc là, on va déconseiller ces projets-là. Mais voilà, même si vous êtes au niveau de l'orientation sud-est ou sud-ouest, voilà, il y aura une petite perte de productible, mais c'est pas rédhibitoire.
pour une installation photovoltaïque performante. Ça, après, de toute façon, c'est le travail des entreprises de faire ces calculs et de faire ces simulations-là pour vous. Et puis, la présence de masse, j'en parlais tout à l'heure sur le photovoltaïque. Bon, il faut éviter le plus possible parce que dès qu'il y a quelque chose qui est à l'ombre, il ne produit pas. Et donc, forcément, ça fait du rendement en moins. Et puis, on voit qu'effectivement, dans notre région, c'est assez intéressant. On est dans une région très ensoleillée. Le chiffre que vous voyez, c'est écrit en petit, je ne sais pas si vous voyez bien, mais c'est 1200 à 1400 kWh par kilowatt crête. Donc là, on va commencer à rentrer un peu dans le détail. En gros, une installation de 1 kW crête dans notre région, donc c'est-à-dire ça, grosso modo, ça correspond à peu près à 5 mètres carrés. Donc de 1 kW crête, d'une puissance de 1 kW crête, ça va produire annuellement, grosso modo, entre 1200 et 1400 kWh. 1200 à 1400 kWh, pour vous donner un ordre de grandeur, ça correspond à, on va dire, à peu près 160 à 200 euros d'électricité que vous payez vous. Donc annuellement, ça produit l'équivalent de ce qu'on paye actuellement, autour des 160 à 200 euros d'électricité, pour vous donner un ordre de grandeur. Du coup, je vais laisser mon collègue continuer la présentation. Alors, donc pour reprendre tout ça, du coup, on voit à l'écran les différents modèles économiques que vous pouvez avoir pour une installation photovoltaïque. Donc, il y a 3 types différents. Il y a, si vous souhaitez faire de l'autoconsommation totale, donc c'est-à-dire que tout le surplus de production que vous auriez, soit il peut être stocké dans des batteries, soit il est réinjecté sur le réseau gratuitement. L'autoconsommation totale, c'est essentiellement pour des sites isolés ou pour des cas très particuliers. On pourra le voir par la suite. Le second type, c'est le plus courant aujourd'hui. Ce qui se fait le plus, c'est l'autoconsommation avec vente de surplus. Donc là, c'est vous consommez ce que vous pouvez, vous produisez et vous consommez ce que vous pouvez sur votre production. Et si jamais il y a du surplus par moment, par exemple en été, si vous produisez beaucoup et que vous n'êtes pas à la maison ou autre, le surplus, il est revendu sur le réseau à 10 centimes le kilowattheure. Avec ce type d'installation, en fonction de la puissance de l'installation, vous avez aussi droit, comme on le voit sur l'écran, à une prime à l'investissement qui a un montant qui va varier en fonction de la taille et du nombre de panneaux que vous allez mettre sur votre toiture. Et enfin, le dernier type, c'est donc la vente totale. Et là, c'est vous vendez votre production à un tarif de rachat qui est défini en fonction de la taille de votre installation. Donc, on le voit pour une installation en dessous de 3 kW crête. Aujourd'hui, le tarif de rachat, il est à 17 centimes 89 le kilowattheure. C'est-à-dire que tous les kilowattheures que vous produisez, vous les revendez à ce tarif-là. Alors, pour comparer, du coup, aujourd'hui, le tarif actuel de l'électricité laquelle vous payez, c'est plutôt autour des 15-16 centimes. Donc voilà, aujourd'hui, en vente totale, on vend toujours plus cher que le prix auquel on achète l'électricité. Ça risque peut-être d'évoluer dans les années à venir et on va arriver bientôt à la parité réseau, je pense. Exactement, en sachant que les tarifs de rachat, ils sont réévalués chaque trimestre. Donc, et c'est plutôt une tendance qui est à la baisse chaque trimestre. Donc, voilà. Et vis-à-vis des tailles d'installation, les tarifs de rachat pour les installations plus grosses, si on passe au-dessus de 3 kW crête, on est à, je crois, 15 centimes et des brouettes. Et pareil, quand on augmente encore, le tarif est encore plus petit pour les plus grosses tailles d'installation. Si je continue là-dessus, on va voir un peu des exemples de projets pour vous montrer un peu les différents types d'installations. Donc là, on a par exemple un projet pour de l'autoconsommation totale. Donc on le voit, c'est vraiment ce qui est écrit sur le PowerPoint, c'est en site isolé, donc ça va être hors réseau, par exemple, ça peut être en site protégé également. Le but, c'est vraiment de dimensionner l'installation au plus proche de votre consommation à vous pour avoir le moins de surplus forcément possible et que la grande majorité de votre production soit utilisée pour vous, pour votre consommation. Hop, si on continue, on a donc la vente totale dont je vous parlais tout à l'heure. C'est un contrat d'achat qui est signé pour 20 ans. Donc, c'est-à-dire que le tarif auquel vous vendez l'électricité, il est défini sur 20 ans. Et voilà, comme je vous le disais, c'est des tarifs de rachat qui vont varier en fonction de la taille de l'installation. Donc, les 17 centimes 89 pour des installations de moins de 3 kW crête. OK. Et enfin, le dernier modèle, c'est l'autoconsommation avec vente de surplus, avec l'obligation d'achat du surplus d'électricité à 10 centimes, le contrat d'achat qui est, comme pour la vente totale, qui est basé sur 20 ans. Voilà, il y a une petite imposition sur les revenus pour les installations de plus de 3 kW crête. C'est-à-dire que si vous faites des installations de moins de 3 kW crête, il n'y a aucune imposition sur les revenus que vous allez générer sur entre guillemets, la vente de surplus, qui est censée être faible, mais bon, tout de même.
Donc voilà, comme ce qui est écrit, effectivement, l'objectif de l'autoconsommation avec vente de surplus, c'est quoi? C'est de dimensionner le mieux possible l'installation pour qu'on ait le moins de surplus possible, parce que même si vous le revendez, vous le revendez à 10 centimes, donc c'est toujours cette prix, mais ça reste moins cher que le prix auquel vous payez votre électricité aujourd'hui. Et c'est là tout l'intérêt du photovoltaïque. Alors, donc là, on a quelques exemples. J'ai pris un premier exemple d'une installation d'un petit peu moins de 3 kg, donc 2,8 kW crête, avec un coût moyen, hein, c'est vraiment un exemple. On est sur un coût de 8 000 € environ. Si on prend la situation qui est inscrite, c'est une famille de 3 personnes, une maison d'une centaine de mètres carrés, une petite facture EDF de 1 300 €. On voit un petit peu les différents appareils électriques. Et donc là, on est bien dans de la vente totale, hein. Donc du coup, si on fait le calcul aujourd'hui par rapport au tarif de rachat, on prend la puissance de l'installation, qu'on multiplie par la production que vous pourriez avoir pour cette installation. La production, ça, ce sont des estimations qui sont inscrites. Il y a différents sites qui peuvent vous permettre d'estimer votre production. On pourra vous en faire part par la suite. Les installateurs, ils sont également en mesure de vous dire combien vous allez produire. Donc là, c'est vraiment à titre informatif, ce sont des exemples. Et en l'occurrence, dans l'exemple, si on part sur une production de 1400, sur un productif de 1400 kWh, vu qu'on a 2,8 kW crête, on multiplie les deux, ça nous fait 3920 kWh de production à l'année. Ces 3920, on les multiplie par le tarif de rachat qui a été défini par le contrat. Et donc, ça fait 701 € de revenus à l'année. En regard par rapport au prix de l'installation, cette installation-là, c'est une installation que vous amortissez en 12 ans. Donc là, on est sur de la vente. Non, Françoise, je ne sais pas si on sera encore vivant. Et si on continue donc avec un second exemple, on prend exactement la même situation, mais cette fois-ci pour de l'autoconsommation avec vente de surplus. Donc on est dans la même situation, la famille de 3 personnes, les mêmes appareils qu'on a définis juste avant. Et cette fois-ci, donc on a bien la même production. Et en fait là, ça va dépendre vraiment de la consommation de la famille et du taux d'autoconsommation. Donc là, si on part sur quelque chose de, on va dire, je dis moyen, mais ça dépend vraiment des projets. Si on part sur un taux d'autoconsommation à 58%, ça veut dire que 58% de ce que vous allez produire va être utilisé pour vos appareils électriques, enfin pour vos appareils consommateurs. Et qu'on fait un petit peu les calculs de base. Déjà, la prime dont je vous parlais, la prime à l'autoconsommation, elle sera de 1 064 €. Donc c'est 2,8 kW crête par 380 € du kilowatt crête, ce qui est défini dans l'arrêté. Et ensuite, le surplus qui est calculé et l'électricité économisée. Et donc, on voit que là, à l'année, les 42% de surplus, ça vous fait 164 €. Et l'électricité économisée sur un tarif classique, ça ferait à peu près 350 €. Ça, c'est juste des graphiques que je vous montre à l'écran pour vous expliquer un peu comment ça fonctionne. Donc, on voit la courbe de gauche, elle définit la production photovoltaïque. Donc, on voit bien qu'il y a un pic de production au milieu de la journée, là où le soleil va taper le plus fort. Effectivement, la nuit, il n'y a plus de soleil, ça ne produit plus. On voit à droite la consommation que vous pourriez avoir. Donc, il y a également des pics de consommation. Ça, c'est peut-être quand vous lancez votre four. Ça peut être vraiment quand vous allez avoir plus d'appareils qui vont tourner. Forcément, votre consommation va être plus forte. Et la courbe du bas, elle vous présente un peu le mélange des deux, tout simplement. Donc, la production sur votre consommation. La partie rouge de la courbe du bas, c'est toute la partie de surplus, en fait. C'est la production que vous allez avoir. Mais comme vous n'allez pas avoir assez de consommation, elle va être revendue, du coup, si vous prenez une autoconsommation avec vente de surplus. Elle sera revendue à 10 centimes. Donc, la partie rouge sur la courbe du bas, c'est la partie que vous revendriez. Et la partie orange, c'est toute la partie de votre production qui va servir à couvrir votre consommation électrique. Donc, 58% de production autoconsommée, c'est le taux de consommation de 58%. On reviendra dessus si ce n'est pas clair. Par la suite, là, vous avez un second graphique qui explique un peu ce que je vous disais juste avant, tout simplement. C'est on voit le bas de la courbe, c'est ce qu'on peut appeler le talent de production, donc le talent de consommation, pardon. Donc ça va être les réfrigérateurs, la box, tout ce qui va tourner en continu et qui va consommer de l'électricité. Et en fait, les pics, effectivement, c'est des appareils qui vont avoir une grosse puissance et que vous allez lancer ponctuellement dans la journée. Donc on voit un pic pour la machine à laver qui va avoir une grosse puissance, par exemple pour la machine à café, pour l'aspirateur, pour le micro-ondes, le four, tous ces appareils-là. Et donc ça, c'est simplement un comparatif des solutions qu'on a évoquées juste avant. Donc dans la même situation de l'exemple que je vous avais évoqué, c'est on a à gauche
la vente de la totalité, donc la vente totale, avec le tarif de rachat, la production. Et donc là, on voit qu'on a un gain de 654 €. L'autoconsommation avec vente du surplus, l'autoconsommation totale, effectivement, qui est forcément un peu moins rentable que l'autoconsommation avec vente du surplus, puisque le surplus, vous le rejetez gratuitement. Aujourd'hui, l'autoconsommation totale, comme je vous le disais, elle peut être couplée avec des systèmes de stockage de batteries, mais ça, c'est une autre question, et ça se dimensionne, ça s'étudie. Les batteries, c'est quand même un coût supplémentaire, donc encore une fois, il faut bien étudier le projet pour bien dimensionner les batteries, si jamais c'est le cas. Hop. Et donc là, je vais vous montrer juste quelques outils. Donc, on a un premier outil qui s'appelle autoconsommer.com, qui est un outil qui vous permet de calculer un petit peu le taux d'autoconsommation dont je vous parlais tout à l'heure. Donc, c'est simplement vous renseigner dessus quelques données classiques, donc l'inclinaison de la toiture, l'orientation. Vous allez renseigner tous les consommations de votre foyer avec le lave-linge, le sèche-linge, les différents appareils, à peu près la puissance si vous la connaissez, les horaires d'utilisation, ce genre de données, et il va vous calculer le taux d'autoconsommation. C'est un outil qui est disponible en ligne, qui est gratuit, que vous pouvez utiliser. Si jamais il y a besoin, on peut également vous épauler dans l'utilisation de ces outils-là. Il y en a un second qui s'appelle évaluer-mon-devis.photovoltaïque.info et qui fonctionne un peu de la même façon. Vous rentrez les différentes données, donc l'inclinaison, l'orientation, la puissance d'installation que vous envisagez et le productible qui a été estimé. Et vous rentrez un taux d'autoconsommation qui aura pu être calculé par exemple avec l'outil dont je vous parlais juste avant. Donc c'est pour ça que les deux outils peuvent être utilisés en parallèle. Vous rentrez le prix d'électricité, donc ça se fait en 3 étapes comme vous le voyez, et après il vous calcule un petit peu la rentabilité du projet, les gains que vous pourriez avoir, etc. Donc c'est juste si jamais vous voulez avoir plusieurs informations sur les projets en amont, vous pouvez utiliser ces deux outils en ligne. Ça vous montre globalement pour l'installation un petit peu les retours que vous pourriez avoir et si vraiment ça peut être envisageable pour vous ou non. Je vais peut-être passer un petit peu vite, on reviendra dessus, de toute façon il va y avoir le temps des questions et on prendra le temps de répondre à toutes les questions. Juste pour en venir aux professionnels, donc aujourd'hui on est accompagné de M. Stéphane Damet et je vais le laisser un petit peu présenter sa société et ce qu'il fait aujourd'hui. Bonsoir à tous. Donc, nous sommes la société Solercy. Ça fait 12 ans que nous faisons, entre autres, du photovoltaïque. Donc, on a vu l'évolution des années 2009-2010 où le rachat était à 60 centimes. Et puis après, bon, on a continué. Maintenant, c'est vrai qu'on est plutôt sur de l'autoconsommation avec vente de surplus. Voilà. Après, une chose que je veux dire, c'est que c'est vrai que, comme on dit toujours, il faut 10 ans, il faut 11 ans pour amortir, mais on se rend compte que les années passent vite. Et quand on se retourne sur nos clients qui ont fait ça il y a 10 ans, 12 ans, on a l'impression que c'était hier. Et souvent, ces gens-là, maintenant, s'orientent aussi, veulent faire des extensions de leur installation avec de l'autoconsommation parce que bon, ils sont convaincus. Et puis bon, les prix d'avant, ça faisait un petit peu peur parce que on parlait de 20 23 000 € d'investissement. Mais on se rend compte que ça a été très vite amorti et voilà, bon, les gens sont super contents. Donc, cette notion de temps, cette notion d'amortissement, d'amortir de suite, je pense que c'est un faux problème. C'est un faux problème parce que on sait que ça fonctionne bien et les gens qui ont ça sont ravis. Oui, c'est un peu le même problème. Nous, on prend souvent cet exemple-là. On a un peu ce problème-là aussi sur la rénovation autre, donc l'isolation, tout ça. C'est un peu lorsqu'on achète une nouvelle cuisine, lorsqu'on achète ça, on réfléchit pas forcément à la rentabilité. On l'achète parce qu'au niveau esthétique, parce qu'on se fait plaisir, etc. Donc, c'est sûr que ce qui est intéressant avec le photovoltaïque, c'est que c'est un investissement rentable, plus rentable que les différents placements sûrs qu'on peut avoir aujourd'hui sur les livrets, etc., qui permet de produire une énergie locale, renouvelable, non polluante. Donc voilà, ça a beaucoup d'avantages. C'est sûr que ça a un coût initial d'investissement, mais qui arrive à se rentabiliser et qui permet d'utiliser sa surface de toiture pour produire une énergie locale, non polluante et renouvelable. Alors, du coup, on a déjà eu 2-3 questions. Donc, n'hésitez pas du coup à poser vos questions. On va reprendre la première question de Monsieur
Eric Hainaut. Que pensez-vous des nouvelles propositions de contrats en autoconsommation et surplus placés en stock? Donc, en gros, c'est les batteries virtuelles pour une consommation ultérieure fournie gratuitement, comme les sociétés, donc peu importe. Est-ce que du coup, vous avez un avis, Monsieur Damès, sur ça? Oui, alors moi, en fait, je suis très, très terre à terre. Moi, je pense que tout ce qui est l'autoconsommation, c'est bien quand on consomme pratiquement tout ce qu'on produit. Après, tout ce qui est stockage, on n'a pas forcément de retour. Ça paraît beau comme solution, mais bon, il faut voir par la suite au niveau de l'entretien des batteries, du recyclage des batteries et sur le temps. Parce que Ah, ouais, alors là, du coup, je pense que la question, c'était plus sur les batteries virtuelles. C'est des solutions qui sont proposées actuellement. oui, il faut mettre un optimisateur de production sur ça aussi, c'est encore enfin, moi je trouve que c'est des frais qui servent à rien parce qu'on parle de rentabilité, mais pour avoir de la rentabilité, il faut investir beaucoup d'argent. Alors que si on se cale bien sur l'autoconsommation, on a un investissement qui est moins important, mais par contre qui se rentabilise mieux. Parce que je crois que vu la différence en centimes qu'il y a et vu le surplus que l'on produit, moi, personnellement, je suis contre. Hein. Ouais. Alors, si je complète du coup la réponse, après Sébastien, tu veux compléter, mais en gros, si je reprends, en fait, les batteries virtuelles, il n'y a pas de système en plus, quoi que ce soit, c'est un système financier, un montage qui permet en fait de stocker virtuellement, donc il n'y a pas de stockage réel, mais de compter, si on peut dire en fait, de compter le surplus et de pouvoir le réutiliser par la suite, la nuit par exemple. Voilà. Donc sur le papier, effectivement, ça a l'air assez intéressant. Le problème, c'est qu'en fait, pour utiliser ce surplus, on doit payer quand même les taxes du réseau. Et en fait, ces taxes du réseau, qui en général sont autour représentent 6 centimes d'euros en fait du kilowattheure, en fait, au final, ça revient quasiment au même que sur l'autoconsommation classique en fait, parce que le kilowattheure, du coup, on le valorise à peu près à la même valeur. Et donc, du coup, il n'y a pas vraiment d'intérêt financier en fait à ça, parce que en payant les taxes du réseau, on arrive quasiment à la même valorisation du kilowattheure qu'on produit. Et en plus, il y a un petit problème, c'est que avec ces solutions-là, on n'a pas le droit à la prime à l'autoconsommation avec vente du surplus. Donc voilà, actuellement, pour répondre du coup concrètement à la question, c'est des solutions qui peuvent paraître intéressantes, qui concrètement financièrement en fait le sont pas vraiment, parce que le tarif, vous devez payer les taxes d'acheminement en fait, et donc voilà, c'est pas beaucoup plus intéressant, voire un peu moins intéressant que l'autoconsommation bien dimensionnée classique sans ces solutions-là. En sachant que du coup, il n'y a pas accès ni à la vente du surplus, ni à la prime à l'autoconsommation pour ce type de projet. Alors, on nous dit, Olivier, les taxes et CSPE sont offertes. Alors, c'est pas dans tous les projets que j'ai vus, mais après, s'il y a des nouvelles offres qui sortent et où il y a les taxes qui sont offertes, donc c'est-à-dire que vous payez vraiment rien pour utiliser, là, dans ce cas-là, oui, c'est intéressant au niveau financier, puisque là, effectivement, vous valorisez ça. Mais pour l'instant, je n'ai pas vu. Après, oui, s'il y a des nouveaux montages financiers qui se développent comme ça, effectivement, c'est intéressant. Mais il faut bien vérifier, parce que moi, dans tous les projets que j'ai vus, j'en ai vu 5 ou 6 à chaque fois, quelle que soit la marque et quel que soit parce que souvent, il faut passer aussi chez un nouveau fournisseur d'énergie pour ces propositions-là. À chaque fois, il y avait quand même une utilisation du réseau qui devait être faite. Mais bon, après, à voir concrètement les montages financiers. On a eu pas mal de questions. Tu voulais compléter, Bastien ou... Non, je partage ton avis, Olivier. Je partage ton avis. Effectivement, si les taxes sont offertes, ça devient intéressant. Maintenant, s'il faut quand même payer les taxes, ça s'élève quand même à quasi 50% du prix. Et au final, ça, comme disait Olivier, ça vaut une installation classique en autoconsommation avec vente de surplus. Donc, ça dépend vraiment des offres qui sont faites et si les taxes sont offertes ou non, quoi. Alors, et effectivement, il y a un changement de fournisseur à réaliser pour passer chez eux. Donc, une question, existe-t-il des prêts bancaires spécifiques à taux réduit pour une installation PV? Vas-y, Bastien. Monsieur Damé, vous avez une réponse par rapport à ça? Justement, au niveau du photovoltaïque, les taux, nous, avec les banques avec qui on a l'habitude de travailler en rénovation, quand on parle de photovoltaïque, les taux sont beaucoup plus importants. Il n'y a pas trop d'aide au niveau du financement
du photovoltaïque. Ouais, c'est ça. En fait, il n'y a pas de prêt spécifique pour financer le photovoltaïque. Ça va être des prêts à la consommation, avec des taux effectivement plus importants que des prêts immobiliers, etc. Mais non, il n'y a pas de prêt spécifique pour financer ces installations-là aujourd'hui. Je peux faire de l'autoconsommation avec session gratuite de plus de 3 kW crête sans revente. Monsieur Damed? Oui, oui, on peut faire de l'autoconsommation, on peut mettre la puissance qu'on veut. Après, c'est au niveau de la revente où après on est imposé, mais sinon, on peut mettre la puissance qu'on a envie, c'est pas un problème. Voilà. En fait, le problème, la problème qui va se poser si on met beaucoup de puissance, c'est qu'en fait, on va payer une installation plus chère pour au final avoir du surplus. Et ce surplus, on a vu que ce n'était pas vraiment valorisé à un montant intéressant. Donc, en fait, vous allez faire une installation très coûteuse pour au final utiliser qu'une partie de votre production. Donc, c'est plus sur la rentabilité que va se poser peut-être des problèmes si vous faites une solution en autoconsommation avec 3 kW crête sans avoir des énormes consommations que sur la possibilité technique de le faire. Monsieur Loz, le prix de l'installation est-il directement proportionnel à la puissance installée? Monsieur Damé. Oui, puisque la puissance installée, c'est en fonction du nombre de panneaux que l'on va poser. Et donc, forcément, le prix est proportionnel à la puissance qu'on installe. Est-ce qu'il y a quand même des coûts fixes, je suppose, Il y a un coût fixe. Enfin, après, jusqu'à une certaine puissance, le coût fixe, c'est la liaison, le câble qui descend. Il y a toute la partie électricité, tout ce qui est parafoudre, tout ça. Mais après, de toute façon, dès qu'on passe selon la puissance qu'on passe, il faut mettre des appareils plus puissants et le prix augmente. Mais c'est vrai qu'il y a quand même tout ce qui est câblage qui descend du toit, avec l'installation de tableaux et le raccordement au réseau. Ça, c'est assez fixe. Après, c'est vrai qu'on peut rajouter des panneaux. Le plus gros du travail, c'est de poser l'intégration sur la toiture. Donc, au plus il y a de panneaux, au plus on peut le faire. Après, il faut savoir une chose, c'est que en fonction des installations et du type d'onduleur, voire de micro-onduleur qu'on installe, on peut faire aussi des installations évolutives. Ça, c'est pas mal parce qu'on peut partir sur une installation pas trop onéreuse et voir comment elle évolue. Et puis derrière, après, on peut toujours rajouter des panneaux. C'est effectivement quelque chose qui peut être intéressant, effectivement, parce que dans l'autoconsommation aussi, quelque chose dont on n'a pas parlé, c'est que ça peut être assez compliqué. Ça rejoint un peu la remarque qui a été faite tout à l'heure de savoir dans 5, 10, 15 ans quelles seront nos consommations. On sait nos consommations actuelles, mais voilà, la vie fait qu'on peut avoir beaucoup de changements des consommations supérieures, des consommations inférieures, de plus ou moins de personnes à la maison, etc. Donc, ça peut être intéressant, effectivement, d'adapter au fur et à mesure la puissance installée pour s'il y a des consommations supplémentaires qui viennent se rajouter au fur et à mesure des années. Alors, Monsieur Gabaye, je souhaite installer 10 panneaux en autoconsommation sur mon terrain au sol à moins de 1,8 m, qui est la limite pour les déclarations. Il semble qu'il n'y ait aucune déclaration à faire pour monter ces panneaux. J'imagine donc qu'il suffit de le faire sans rien demander à personne. Monsieur Damé. Alors, bon, il faut savoir une chose, c'est que quand on fait le consuel, parce qu'il faut un consuel pour ces installations-là, pour être surtout aussi couvert par vos assurances, il nous demande la date de dépôt de permis. Donc, si vous ne faites pas d'autorisation, vous ne pouvez pas avoir le consuel sur votre installation. Donc, du coup, effectivement, ça pose un petit souci. Alors, Monsieur Bianchi, pensez-vous que des panneaux photovoltaïques posés en haut vent sur 7 mètres x 1 mètre, exposés plein sud à Marseille, peuvent avoir un intérêt? Ben oui, c'est comme si c'était posé sur la toiture au sol. Du moment qu'ils sont bien exposés et bien orientés, il n'y a pas de souci. C'est ça. Pour compléter un peu, en fait, quand on parle de toiture à chaque fois depuis tout à l'heure, ça peut être aussi des abris de garage, de voitures, etc., etc. Tant que c'est un bâtiment, on va dire, ou un endroit raccordé au logement, en tout cas un bâtiment, on peut bénéficier de tous les dispositifs dont on a parlé. Y a-t-il des aides publiques pour une installation? Alors ça, c'est peut-être plus nous, Bastien et moi, qui allons peut-être répondre que M. Damé. Bastien, je te laisse la première reprendre aide, ce que tu disais. Ouais, bien sûr. La première aide, c'est la prime à l'autoconsommation. Donc ça, c'est pour les installations en autoconsommation avec vente du surplus. Ou d'une part, vous avez le surplus qui est revendu à 10 centimes.
on peut considérer ça comme une subvention. Vous avez donc une prime qui va être versée sur 5 ans et qui va être, dont le montant va dépendre de la taille de l'installation que vous posez. Donc, c'est ce qu'on avait vu tout à l'heure dans l'exemple. Si vous avez une installation, je dis une bêtise, de 3 kg, ce sera 3 kg fois 380 €. Et donc, ça va faire 1 240 € de prime à l'autoconsommation. Et sachant que les 1 240 € seront versés sur 5 ans, donc vous allez toucher un 5e chaque année pendant les 5 premières années de l'installation. Autre que ça, normalement, il n'y a plus le droit aux aides locales pour accompagner ces projets-là d'installation photovoltaïque. Et du coup, c'est les seules aides que vous pourriez avoir. Est-ce que tu veux compléter, Olivier ? Non, c'est ça. Il y avait depuis 2014, en fait, parfois encore, on entend parler d'un crédit d'impôt. Oui. Voilà. Mais depuis 2014, donc du coup, les panneaux photovoltaïques sont plus éligibles au crédit d'impôt. Maintenant, le crédit d'impôt n'existe même plus, en fait. Mais depuis 2014, c'est plus éligible à ce crédit d'impôt. Donc voilà, il n'y a pas d'aide spécifique à part la prime à l'autoconsommation. Les panneaux en toiture jouent-ils aussi un rôle d'isolation? Oui, jouent-ils aussi un rôle d'isolation, ombre l'été notamment? Moi, peut-être un petit peu, puisqu'en fait, il stoppe le rayonnement sur la toiture. Bon, il faut savoir que les panneaux chauffent, mais après, c'est de la convection. Donc, il se peut que ça stoppe un peu du rayonnement sur la toiture. Mais ça ne fait pas une grande isolation. Ça fait pas, ça climatise pas la maison. C'est plus effectivement sur le rayonnement direct qui n'arrive pas vraiment sur la toiture. Mais je pense que c'est quand même minime, mais bon, ça fait un petit. Et justement, pour question complémentaire, à quelle perte de rendement peut-on s'attendre du fait de la surchauffe du panneau l'été? Je ne sais plus les chiffres exacts, mais c'est vrai qu'au plus le panneau chauffe, au plus on perd du rendement. Mais c'est et c'est justement pour ça que la surimposition est plus intéressante que l'intégration qu'on avait avant, parce que étant donné qu'il y a de l'air qui circule sous le panneau, ben le panneau est refroidi. C'est ça. Comme ça, de tête, j'espère pas dire de bêtises, mais c'est pas supérieur à 10% de perte de rendement. C'est entre 0 et 10. Il n'y a pas de. Bon, après, voilà, sur la durée totale de l'installation, ça peut faire une petite différence, mais c'est pas du simple au double. On va pas, le rendement du panneau va pas s'effondrer s'il monte s'il surchauffe en été. Et de toute façon, comme l'a dit, c'est prévu pour monter en température. Faut-il une assurance? Pardon. En général, quand on calcule, quand on part sur le taux de rayonnement et la puissance produite sur l'année, tout est intégré. Le fait que les panneaux sont sur la toiture, ils chauffent, donc tout est intégré. Il n'y a pas de cas où il n'y a pas des installations qui chauffent forcément plus que d'autres. Faut-il une assurance habitation complémentaire? Il faut le déclarer. Il faut déclarer à son assurance l'installation de panneaux photovoltaïques. Après, il y a des assurances qui prennent un petit peu quelque chose et d'autres où il n'y a pas de surplus. Une question. Ikea se lance dans le panneau solaire. Est-ce sérieux, fiable? Avez-vous des retours? Alors, nous, personnellement, on en a. Enfin, moi, j'en ai pas. Après, peut-être que. Non, je n'ai pas de retour. Okay. Une question un peu dans la même lignée. Pourquoi à puissance PV identique, même marque de panneau, on trouve des kits autoconsommation sur Internet 3 fois moins cher que les devis faits? Quelle différence, à part les aides? Il faut voir si les panneaux ce sont les mêmes. Sur Internet, on trouve de tout. Après, il faut savoir que nous, les panneaux, ils sont achetés en France, ils sont garantis en France, et souvent, on les paye plus cher que si on va les acheter dans un autre pays aussi. Oui, et puis après, de toute façon, il y a le travail aussi de l'entreprise, du coup, qui est forcément. Il y a aussi pour l'installation, ça c'est sûr. Ouais. Et puis après, il y a aussi le sérieux et la garantie aussi de l'entreprise, etc., etc. Donc, forcément, c'est pas le même. On compare pas la même chose. Mais c'est vrai qu'il y a des kits en sous-consommation aussi qui peuvent, si vous êtes vraiment très bricoleur, dans certains cas, pour des petites puissances, on va dire, si c'est juste quelques panneaux, ça peut faire l'affaire. Après, quand on a des installations plus importantes, c'est quand même beaucoup mieux de passer par des entreprises. Actuellement, les installateurs proposent en grande majorité pour une installation 9 kW crête des micro-onduleurs et non un onduleur central avec ou non des optimiseurs. Techniquement, quelle est la solution avec le moins de perte de charge et la plus fiable sur la durée? Alors, moi, je suis un adepte du micro-onduleur
Ok. Pour plusieurs raisons, parce qu'en fait, nous, quand on monte les micro-onduleurs, on sait, on a une petite application qu'on donne au client où il voit la production de ces panneaux avec l'évolution dans la journée. Donc, il sait systématiquement s'il y a un panneau qui fonctionne ou qui ne fonctionne pas. Et puis, il faut savoir une chose, c'est que quand on dimensionne une installation, si on met un onduleur central, il faut qu'il soit à peu près sous-dimensionné. Or, le problème, c'est qu'il est sous-dimensionné, mais quand les panneaux produisent le maximum. Donc, quand il y a le lever du jour ou quand le soleil se couche, ben, on est vraiment, par rapport au panneau, l'onduleur est surdimensionné, donc on perd du rendement. Alors que le micro-onduleur est beaucoup plus adapté à chaque panneau. Donc, on a un meilleur rendement. Et puis, au niveau des garanties, parce qu'on a des micro-onduleurs qui sont garantis 25 ans maintenant. Donc, on part avec un micro-onduleur, on sait qu'on est tranquille pour la vie des panneaux. Ouais, Et, après, et au niveau sécurité, il faut savoir aussi que quand on a un onduleur central, on est avec du courant continu. Et avec le courant continu, c'est-à-dire que si on a une coupure de tension, la liaison qui va entre l'onduleur et les panneaux est toujours active en pleine journée. Alors que sur les micro-onduleurs, carrément, c'est à la sortie du panneau où on n'a plus d'électricité. C'est-à-dire qu'on coupe le disjoncteur, on n'a plus d'électricité sur la ligne. Donc, au niveau sécurité, moi, je trouve que c'est quand même beaucoup mieux. le petit bémol, souvent, c'est sur du coup, quand il faut remplacer du coup, ces micro-onduleurs, bon, s'ils sont garantis 25 ans, ça résout un peu le problème, mais lorsqu'il faut les remplacer, par contre, là, effectivement, il faut monter sur le toit, il faut démonter les panneaux, etc. C'est un peu plus compliqué que de remplacer un onduleur centralisé. Mais effectivement, après, il y a beaucoup d'avantages. Vous voyez de suite. S'il y a un problème sur l'installation, Oui, vous voyez de suite. avec du coup le suivi, comme vous disiez, oui, effectivement. Et Après, quel panneau a le problème? C'est-à-dire que si vous avez 10 panneaux sur le toit, vous savez que c'est, par exemple, le troisième panneau en partant de la gauche qui ne fonctionne pas. Vous n'êtes pas obligé d'aller sur le toit, de tester tous les panneaux et de voir où est le problème. tu voulais dire quelque chose, Bastien? Non, j'allais juste te dire, du coup, pour faire la comparaison, en termes de garantie, vous disiez que les micro-onduleurs, c'était 20-25 ans. Un onduleur central, c'est quoi? C'est 5-7 ans de garantie? Il y a des extensions possibles, mais c'est… Oui, il y a des extensions possibles, ouais, mais c'est 5-7 ans. Ouais. Donc après, c'est une question de choix et peut-être d'étude de coût aussi par rapport au remplacement et aux éventualités. Ouais. Alors, Marc, la prime dépend-elle des revenus? Non. Quels que soient les revenus, on a droit à la prime à l'autoconsommation. Sylvain, est-il possible d'évaluer l'impact d'un masque? Cela peut-il valoir tout de même la peine d'installer des panneaux s'il est significatif en hiver? Entre parenthèses, j'ai probablement l'ombre de la maison voisine d'un côté, d'un arbre de l'autre. Après, si le masque est trop important, il ne vaut mieux pas mettre de panneaux. Ouais, après, ouais, c'est un peu compliqué. Enfin, d'évaluer, c'est pas très compliqué, mais après, c'est avec les données vraiment une entreprise qui vient chez vous et qui va pouvoir vous dire quelle sera grosso modo la perte de rendement, est-ce que c'est pertinent ou pas d'installer. Mais c'est sûr que s'il y a trop de masques, c'est beaucoup moins pertinent. Ou alors installer moins de panneaux sur un endroit où il y a moins de masques en autoconsommation, et là vous êtes sûr d'avoir un taux d'autoconsommation important, et voilà, c'est peut-être diminuer le dimensionnement des panneaux, une des solutions possibles. Alors, on revient sur la question tout à l'heure du consuel, etc. Je me base sur la notice CERFA de déclaration de travaux, entre parenthèses, entre guillemets, aucune déclaration n'est à faire, je ne comprends donc pas bien la réponse sur le consuel, ça mérite une explication. Ben, au niveau du consuel, quand vous faites la demande de consuel, vous remplissez une fiche technique et il y a tout un tas de rubriques à remplir et à un moment donné, il vous demande la date de dépôt de demande de travaux. Donc, si vous ne remplissez pas cette case-là, systématiquement, le consuel n'est pas accordé. Moi, je n'ai pas d'informations sur ça, donc je ne peux pas compléter, mais ouais, c'est une fiche où il vous demande à quelle date a été déposée la demande de… Du coup, c'est-à-dire qu'on peut faire l'installation parce que du coup, en gros, la loi nous y autorise, mais par contre, on ne peut pas avoir de garantie. C'est ça. Ouais, c'est ça, c'est le consuel, permet d'avoir l'assurance et la garantie suffisante. On peut rouler en voiture sans assurance, hein. Ça ne nous empêche pas de rouler. Ok. Y a-t-il des discussions pour aller vers une politique plus en défaveur de l'installation chez les particuliers?
C'est un peu compliqué cette question. Il y a des grands objectifs, des grandes ambitions, on va dire, au niveau national, européen, même mondial, sur la production photovoltaïque, notamment dans les scénarios. Ben, là, on est dans l'actualité, puisque le scénario RTE est sorti hier, je crois, aujourd'hui, scénario Négawatt. Donc, voilà, il y a cette ambition. Après, comment elle se concrétise dans les faits, pour l'instant, pas vraiment enfin, en tout cas, dans ce qu'on sait, il n'y a pas vraiment de changements qui sont prévus pour l'installation, vraiment au niveau particulier, au niveau des aides financières, au niveau de tout ça. Comme on l'a vu, on va s'orienter plutôt, je pense, vers l'autoconsommation parce que le tarif de vente en vente totale va diminuer et va passer en dessous du tarif de l'achat d'électricité. Donc, du coup, ça va être, dans la majorité des cas, beaucoup plus rentable d'être en autoconsommation. Après, pas beaucoup plus d'éléments que ça à communiquer, malheureusement. Non, et puis les aides vont pas en s'arrangeant, hein. Comme on le voit depuis le début, plus ça va et plus ça diminue. Les aides, elles étaient là pour lancer un peu le photovoltaïque. Maintenant que c'est lancé, c'est réactualisé les aides en vigueur, les tarifs de rachat et la prime, ils sont réactualisés chaque trimestre et c'est plutôt une tendance à la baisse qu'à la hausse. Donc même s'il y a des discussions sur les objectifs à atteindre, j'ai pas l'impression que ça aille dans le sens de donner plus de subventions. Du moins si c'était ça une partie de la question. Y a-t-il des risques dus à la grêle? Mais, il y a quelques temps, là, quelques mois, là, il avait beaucoup grêlé sur Marseille. Benoît n'a pas eu de panneaux qui ont eu de problèmes. Donc, il y a eu des vitres cassées, il y a eu des carrosseries de cabossées, mais il n'y a pas eu de panneaux de cassés. C'est assez résistant. Mais voilà, d'où l'intérêt aussi, même si, du coup, de signaler quand même à l'assurance avant pour voir qu'est-ce qui est pris en charge, etc. Si jamais il y a ce problème-là. Alors, après avoir reçu 4 installateurs pour établir des devis, le taux d'autoconsommation sur la même maison avec les mêmes équipements et la même utilisation n'est jamais le même. Existe-t-il un mode de calcul standard pour estimer le taux d'autoconsommation? Ben, c'est la facture d'électricité. Et après, tout dépend sur quoi on se base. On se base sur. Après, pour être précis, il faut savoir la consommation, si elle se fait pendant les heures creuses ou pendant les heures pleines. Parce que c'est évident que si on se base sur les heures creuses, on ne peut pas faire de l'autoconsommation puisque nous, on produit la journée. Donc, il faut vraiment avoir. Au plus les données du client sont précises, au plus on peut déterminer. Ça, là, aujourd'hui, avec les compteurs Linky, on peut demander à avoir un pas de temps assez faible, oui. assez restreint, pour avoir voilà, les données, on va dire, heure par heure ou même plus bas. Et avec ça, après, en général, on arrive avec une production que l'on connaît, parce que le problème, c'est pas sur la production photovoltaïque, on la connaît, c'est sur la consommation des gens, en fait, et au plus on a des données précises sur la consommation des gens, au plus on va avoir un taux d'autoconsommation précis. C'est vrai qu'avec les données de Linky, c'est très intéressant parce que non seulement ça permet de voir la journée, mais ce qui est intéressant, c'est de mois par mois parce qu'il y a des mois où on produit plus et souvent c'est inversé. On produit plus, les mois où on produit plus, c'est les mois où on consomme le moins. Donc c'est vrai qu'avec Linky, on voit bien ce qui se passe. Y a-t-il des panneaux de couleur tuile, entre parenthèses pas noirs, sont-ils aussi performants? Et ils font un peu des tuiles, mais ça prend pas beaucoup. Hein. Il y a des règles sur les panneaux parce qu'il faut récupérer l'électricité et c'est vrai que c'est dommage qu'ils ne sont pas tout noirs. Bon, maintenant, de plus en plus, on arrive à en faire des noirs, mais ça reste comme ça et je ne sais pas si ça va beaucoup évoluer parce qu'on a quand même des contraintes physiques qui sont ce qu'elles sont. Donc le permis de construire, oui, donc ça, on confirme que le permis de construire ou la déclaration de travaux n'est pas nécessaire pour les panneaux au sol, c'est ce qu'on dit du coup, mais c'est plus pour la garantie après que se pose la question. Comment estimer la fiabilité d'un devis d'une entreprise? Vous nous l'envoyez. Alors, je ne sais pas si Monsieur Damès, vous voulez, c'est un peu une question difficile, mais est-ce que vous voulez apporter des éléments sur… Non, c'est trop difficile à répondre à cette question okay. parce que c'est vrai que c'est comme de partout, hein, il y a des gens qui sont plus ou moins sérieux et après,
vous pouvez avoir déjà des ordres de grandeur, des prix, des tailles standards d'installation pour les 3 kg, 6 kg, 9 Oui, kg. pour les 3 kilos, ben, tout dépend ce qu'on met, si on met des micro-onduleurs ou si on Bien met sûr. des deux, mais il faut tabler, enfin, nous, en ce qui nous concerne, on arrive à partir, après, ça, tout dépend de la complexité, s'il y a un étage, s'il n'y a pas d'étage, enfin, il y a beaucoup, mais on arrive à commencer dans les 6 500 €, et puis il faut tabler après sur 9 500, selon les installations les plus compliquées, voilà un petit peu la fourchette. Pour 3 kW de crête. Ouais, pour 3 kW de crête, mais vous voyez, ça fait quand même une grande différence pour la même installation. Ouais, après, en termes de fiabilité, il y a aussi, voilà, c'est un peu la question tout à l'heure qui revenait, mais c'est sûr, voilà, que l'entreprise puisse vous estimer correctement le taux d'autoconsommation. Donc déjà avoir un petit document de l'entreprise qui détaille un peu quelle est sa production théorique, quelle est la consommation qu'il a vue avec vous, comment il a fait ses calculs, etc. Ça peut être déjà important que l'entreprise fasse une petite note ou au moins un détail de comment il a pu faire son dimensionnement. Après, un devis détaillé aussi, donc le plus détaillé possible sur la marque des panneaux, sur quel système utiliser, voilà, tout le plus détaillé possible, c'est quand même assez intéressant. Et puis après, il y a aussi, bon, déjà, il y a la partie RGE, qui est un premier filtre quand même au niveau des entreprises, parce que bon, les entreprises qui ne sont pas RGE, je vous êtes RGE, monsieur? Bien sûr. J'ai eu peur. Non, les entreprises ne sont pas RGE. Voilà, c'est quand même c'est quand même un filtre quand même assez intéressant. Et puis après, il y a aussi des filtres supplémentaires, notamment, et qu'on peut vous aider à, nous, la Maison Énergie ou l'Agence locale de l'énergie et du climat à Marseille, qu'on peut vous aider à bien comprendre, à bien comparer. Et donc, en nous transmettant les devis que vous faites faire, on pourra vous aider à choisir le ou les devis qui sont les plus pertinents et les plus conformes à ce que vous souhaitez.